Bien, donc je vous propose juste maintenant avec une petite vidéo. Donc, après cette petite phase récréative, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par me présenter la société. Donc, la société que je représente, c'est JAPSI, c'est une société qui est basée à Besançon. Le cœur de métier, je dirais, c'est la programmation et la sécurité informatique, sachant qu'on fait aussi du service de formation, conseil, etc. C'est aussi Internet. Donc, je m'appelle Jérôme Mathias. Avant de monter cette société, moi j'ai travaillé pendant 6 ans comme analyste programmeur chef de projet, donc un profil plutôt programmation. Et parallèlement à ça, j'ai fait des travaux de recherche sur la sécurité informatique. Donc c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui j'interviens dans des conférences internationales sur la sécurité. Je partirai mercredi aux États-Unis pour faire une démonstration d'un logiciel que je développe. J'écris aussi quelques articles pour des magazines spécialisés et puis j'ai participé à l'écriture de livres sur la sécurité informatique. Et puis je suis présent sur différents sites assez connus dans le secteur, sur Internet. Donc en introduction, j'ai mis l'informatique cœur du système d'information. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a de l'informatique partout et c'est devenu le pilier central des sociétés, que ce soit les grandes sociétés, les grandes structures ou même les PME. Difficile aujourd'hui de ne pas être présent sur Internet ou au moins d'avoir une adresse email. Donc c'est quelque chose de critique dans la vie de l'entreprise. La sécurité informatique doit être transversale. Alors il faut qu'elle soit appliquée de bout en bout. C'est vrai qu'on peut avoir des firewalls, des antivirus, tous les logiciels qu'on veut. Si on utilise des mots de passe à 2, 3 ou 4 caractères, ça représente une faille, une brèche à un niveau, et toute brèche pourra être exploitée par un pirate, ou même par des logiciels, type virus, etc. Donc la situation actuelle, je viens un peu de l'exposer, c'est des fausses croyances. Voilà. On entend beaucoup les gens qui disent j'ai un antivirus, un firewall, voire un VPN ou autre système, je crains rien. Bon, c'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques, j'en reparlerai après. L'application des mises à jour de sécurité en est une. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fenêtre, ce qu'on appelle fenêtre d'exposition, une fenêtre de vulnérabilité entre le moment où une faille est découverte et où la mise à jour est disponible. Donc, sur les systèmes Windows, on le voit, Microsoft a adopté maintenant une publication mensuelle de ses patchs de sécurité. C'est le patch Tuesday qui a lieu le deuxième mardi de chaque mois. Il n'est pas rare de voir des failles qui, juste le lendemain, en fait, sont publiées et qui, effectivement, ne sont pas encore connues, pas encore corrigées. Et donc, on a une fenêtre de vulnérabilité d'un mois, voire plus, si Microsoft tarde plus à corriger ces failles-là. On en voit tous les mois. Ce mois-ci, on peut citer une faille critique niveau 5 sur 5 dans Word. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut
par le biais d'un fichier .doc spécialement conçu, arriver à, dès qu'on clique dessus, en fait ça exécute le programme qu'on veut, enfin on prend le contrôle total d'une machine comme ça. Bon, pour introduire, faire une petite comparaison avec les logiciels libres, c'est vrai que la communauté étant plus large, certains produits de logiciels étant maintenus par des individuels ou par des groupes d'individuels, dès qu'une faille est découverte, en général, on peut dire que c'est corrigé en quelques jours, voire quelques heures. C'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion de signaler des failles dans des logiciels à quelqu'un qui peut corriger ça en 2 heures. Il fait sa correction, il la met sur internet, voilà. Donc après, il n'y a pas le même processus que Microsoft, que ce soit un processus qualité ou autre. Toujours dans la situation actuelle, ce qu'on voit beaucoup, c'est une absence de sensibilisation. Donc c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'utilisateurs sur un réseau d'entreprise, sur un système d'information, un système informatique. Il y a bien sûr souvent un administrateur, des gens qui ont un niveau différent dans l'informatique. Aujourd'hui, on sensibilise quand même de plus en plus, parce que c'est médiatisé aussi par la télévision, etc., sur ne serait-ce que le spam, les virus transmis par mail. Donc c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple de la secrétaire, on dit maintenant à la secrétaire ne cliquez pas sur n'importe quel lien, n'allez pas sur n'importe quel site, etc. Les gens savent aujourd'hui, grosso modo, qu'ils vont recevoir des mails qui vont leur demander leur numéro de carte bleue, etc., etc. Mais sur certains types de failles, d'une manière plus générale, très globalement, il y a quand même un manque de sensibilisation sur ce qui se passe au niveau de la sécurité informatique. Ça, c'est d'autant plus vrai en plus de par le manque de formation, donc que ce soit la formation au niveau des utilisateurs, mais aussi des administrateurs et des programmeurs. Donc la plupart des brèches dans un système informatique, dans un réseau plus globalement, c'est en général déjà de la mauvaise configuration. Donc mauvaise configuration, que ce soit le firewall, le serveur, une non-application des mises à jour de sécurité, etc. Et aussi des failles dans les logiciels qui sont programmés, que ce soit site internet ou choses comme ça. Vous n'avez pas forcément de programmeurs dans vos sociétés, mais ne serait-ce qu'un fichier Excel, c'est parce que vous allez mettre un mot de passe sur votre fichier Excel que ça va protéger beaucoup plus. Et puis des aspects juridiques aussi non maîtrisés, donc, que ce soit au niveau des délais de conservation des documents administratifs, type facture, etc. Les gens ne savent pas forcément que certains documents doivent être conservés pendant 30 ans. Sur le stockage aussi et le traitement des informations nominatives, donc les fichiers clients, etc. Donc ça c'est régi par la loi du 6 janvier 1978, qui est chapeautée par la CNIL. C'est vrai qu'il y a des lois à ce niveau-là. Conservation aussi des logs, etc. Bon, si vous avez une messagerie interne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, etc. Tout ça, il faut quand même prendre compte de tout ça, et puis ça peut s'éviter aussi bien des surprises et bien des désagréments par la simple mise en place d'une charte informatique d'utilisation du réseau. Ne serait-ce que pour dire que les gens ne doivent pas installer n'importe quel logiciel ou ne doivent pas télécharger des MP3 ou des choses comme ça. Quand je parle de MP3 ou de DivX, c'est encore assez gentil, mais c'est vrai que nous, on n'en parle pas beaucoup, mais des fichiers type pédophilie, etc., si malheureusement ça arrive sur un réseau d'entreprise, évidemment ça engage la responsabilité du chef d'entreprise, voire de l'administrateur réseau. Donc les risques, là j'ai essayé de dresser un panel assez général. En général on les connaît, mais c'est vrai que quand on regarde dans les faits, c'est rarement pris en compte de manière réelle. Donc ce qui est le plus important maintenant dans les sociétés, c'est la donnée. On parlera aussi de code malveillant de virus. Maintenant les virus, comme on les connaissait il y a plusieurs années, les virus destructeurs qui supprimer des fichiers ou rendre non utilisable le système d'exploitation, ça n'existe plus.
Hein. Ce qui intéresse maintenant, c'est les données bancaires, bien sûr, et puis tout type d'informations, que ce soit au niveau publicitaire, quel site vous allez visiter, etc. Et puis tout ça, quoi. Donc ça, c'est les données. On a la destruction, la corruption ou la perte de données, qu'elles soient intentionnelles ou non. Ça peut être le simple vol, je dis simple, mais c'est un fléau en fait qu'on perçoit mal peut-être, je dirais, dans nos campagnes, mais le vol d'ordinateurs portables, ça c'est un des principaux risques d'une société. Quand vous avez votre fichier client, etc. sur votre ordinateur portable, bon, vous faites fichier voler à la gare, etc., vous pouvez être mal. Donc si ça c'est pas protégé, ne serait-ce que par une sauvegarde, hein, le BABA de la sécurité informatique c'est la sauvegarde, donc ça les gens en ont conscience, mais quand on leur demande quand est-ce que vous avez fait une sauvegarde pour la dernière fois de votre poste, si je vous dis que votre ordinateur est en train de brûler à ce moment-là, à ce moment même, est-ce que vous allez, parce que la sauvegarde sur un disque externe ou sur des CD, on garde dans le bureau, il y a tous. Donc la sécurité informatique c'est global, c'est pour ça que je dis que ça doit être transversal, c'est pas seulement des logiciels. Une destruction, corruption, etc. Donc les codes malveillants, il y a les virus, et puis ce que vous connaissez, je pense, qu'on appelle spyware, adware, trojan, keylogger, j'en passe, c'est des meilleurs. L'interruption de service aussi, alors ça c'est typique, que ce soit au niveau du réseau interne, un réseau qui ne fonctionne plus, voilà, un serveur qui crache, un disque dur qui crache, le temps que vous allez mettre donc, à rétablir la situation, vous allez avoir une perte, que ce soit de production, une perte financière sèche. Ça peut être lié aussi à des services de vente en ligne par le biais d'un site internet, etc. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Le spam, bien sûr, qui peut constituer un réel fléau. Alors bon, ça peut vous faire perdre du temps un peu tous les jours. Ça peut devenir aussi un réel fléau avec des saturations de serveurs, des menteurs réseau, etc. Et puis le piratage, alors que ce soit en interne, donc installation de logiciels piratés, craqués, voire MP3, DivX, etc. Donc ça, là encore, si vous êtes administrateur réseau ou chef d'entreprise, si vous avez un utilisateur qui met ça dans le réseau, vous n'avez pas de charte informatique, etc., lui, il vous dira « j'étais pas au courant ». Donc vous êtes en plein dedans. Et puis le piratage externe, donc ce qu'on appelle le piratage, donc là que ce soit d'un serveur web, d'un serveur de messagerie, etc. Et puis l'usurpation d'identité, donc on relie directement au spam, qu'on appelle aussi phishing. Donc là, c'est je crée un faux site bancaire et puis je vous envoie un mail plus vrai que nature, vous demandant des informations, etc. Ça peut être plus ou moins évolué. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait le spam africain, on avait des choses grossières, on avait du mail mal traduit en français, etc. Donc des choses qui ne touchaient pas vraiment, mais ça se professionnalise et ça se démocratise malheureusement. Et puis violation de la législation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc un petit schéma que j'ai trouvé intéressant ici, qui sort d'une étude récente de Symantec. Alors vous me direz, voilà, c'est Symantec, évidemment c'est un fabricant antivirus. Évidemment les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais ça se confirme quand même avec les autres éditeurs. Donc on a sur la première partie de 2007, 212 000 codes malveillants recensés, alors que pour l'année 2006, on en était à 4 fois moins. Donc ça donne une idée un petit peu de l'ampleur que prend ce fléau. Autre statistique, ça c'est le nombre d'infections trouvées par PC sur un échantillon représentatif. Donc 65% on trouve au moins un logiciel malveillant, que ce soit virus, trojan, keylogger, etc. Je ne pense pas qu'ils aient inclus ici des cookies traceurs. Ensuite, deux codes malveillants, on passe à 17%, et après on diminue un petit peu, mais on voit que 5 ou plus, ça représente quand même 8%. Et c'est vrai que moi, si je dépanne des PC des fois pour des copains ou des particuliers, des fois, il faudrait mieux installer tout le système d'exploitation que d'essayer de désinfecter tout ça.
Alors, mise à jour un antivirus qui n'est pas mis à jour, évidemment, ça ne sert à rien. Un antivirus, ça ne bloque pas les spyware. Bon, maintenant, vous avez des packages complets pour Windows, avec l'anti-spyware, l'anti-spam, l'anti-machin. Ça fonctionne tant bien que mal, je dirais. On va voir un peu ce qu'on peut trouver comme logiciel libre pour pallier à ça. Donc les alternatives à tout ça, il y a la formation, des bonnes pratiques, donc une méthodologie pour assurer la sécurité de ces données. Une veille aussi, donc, comme je disais, vous pouvez avoir une faille de sécurité qui est découverte, un patch qui n'est pas tout de suite disponible. Il y a des gens qui disent moi j'ai le Windows Update, etc., je crains rien. Le problème c'est que les pirates ils n'attendent pas qu'une vulnérabilité soit trouvée. Ils vont scanner votre réseau, votre serveur web, ils vont noter ça c'est un Apache temps, ça c'est un 2IS temps, il y a tel Windows, tout ça. Le jour où il y a une faille, paf, ils ont le fichier, ils sont directement chez vous, bien avant qu'il y ait un patch. Et l'audit aussi, audit de sécurité informatique, ça c'est pas une démarche répressive, c'est souvent mal perçu par les administrateurs réseau, parce qu'on croit que l'auditeur va venir juste critiquer son boulot. Pas du tout, c'est quelque chose de préventif. On ne peut pas tout connaître, etc. Le domaine de la sécurité informatique, je dirais, à un niveau pointu, c'est quelque chose où il faut évoluer tous les jours. Donc, l'administrateur, il aura aussi des tâches comme la maintenance du matériel, du parc informatique, peut-être passer des commandes de matériel, etc. On ne peut pas forcément suivre à la minute près tout ce qui se passe. Donc, au niveau veille informatique, je vous ai seulement indiqué le site Sécurinfo, qui est un site sur lequel en fait sont publiés tous les derniers bulletins de sécurité informatique traduits en français. Donc ça, il y a 2 sites qui le font, accessibles publiquement et gratuitement. Voilà. Donc les intérêts du libre dans ce domaine de la sécurité informatique, c'est la liberté et la communauté, mais ça s'applique à tous les domaines de l'informatique. Donc liberté, c'est de ne pas avoir de licence. Vous allez trouver des systèmes, on va le voir par la suite, de défense des réseaux et des ordinateurs libres, mais plus concrètement gratuits. Donc ça c'est un gros avantage. Une communauté aussi, donc ça va assurer le support même s'il est informel. Vous allez avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser des logiciels de sécurité, qui vont les connaître très bien, etc. Mais il faut savoir que les programmeurs eux-mêmes de ces logiciels sont souvent très accessibles. Vous pouvez les joindre par mail, leur demander tiens j'ai ça. En général ils sont assez sympas, jusqu'à certaines limites bien sûr, ils ne peuvent pas répondre à des millions de mails. Mais ça sera difficile d'essayer d'appeler Microsoft ou McAfee ou Symantec, etc. pour leur demander pourquoi l'antivirus plante je ne sais quoi. La sécurité, donc à plusieurs niveaux, il y a une communauté de développeurs, donc il y a un suivi, des logiciels libres ouverts, de son open source. Donc là c'est plus facile pour les auditeurs de sécurité d'aller regarder comment le logiciel fonctionne, de détecter les failles qui pourraient être incluses dans le code, etc. Donc il y a une démarche beaucoup plus proactive, beaucoup plus réactive à ce niveau-là. Donc globalement, en fait, les systèmes GNU Linux, pour ne citer que dans les logiciels libres, on leur attribue une qualité de puissance et de polyvalence. Je peux vous poser une question? Oui. Le fait que les sources soient publiées, c'est pas aussi un intérêt pour ceux qui font des codes malveillants, en fait, ça leur donne aussi plus facilement accès en fait au potentiel de problème? Alors oui, maintenant il y a différents rechercheurs de vulnérabilité. Il y a ce qu'on appelle les black hats, les méchants pirates, qu'on appelle souvent hackers à la télévision, mais le terme est mal employé, puisque hacker à la base c'est un bidouilleur, donc je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, des hackers. Le fait que le code source soit ouvert, ça va me permettre à moi de prendre un logiciel, de regarder par exemple, puisque je suis programmeur, donc ça a une facilité de travail, de regarder à quel endroit il pourrait y avoir des failles, que ce soit l'introduction du mot de passe, etc., la communication avec la base de données, j'en passe des meilleurs. Ça va me permettre aussi d'appliquer, ça va permettre aussi aux gens, soit aux entreprises qui vont intégrer le logiciel directement
aux programmeurs de passer des logiciels d'audit de code source. En fait, ça existe, c'est libre aussi. Et donc, je vais pouvoir analyser tout le code source. Lui, il va faire une démarche automatisée en fait, de recherche de failles. Donc là, ça va être plus simple qu'avec un système ID. Et puis, il y a plein de gens en fait, qui vont mettre le nez dedans. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait quelqu'un de gentil, on va dire, qui dise tiens, j'ai vu une faille là, qui contacte le programmeur, et puis ça sera rapidement corrigé. Alors que quand vous avez un système complètement caché, moi c'est ce que je dis aux gens, est-ce que vous accepteriez d'acheter une voiture, par exemple, où on vous interdit d'ouvrir le capot, de voir le moteur dessous, quoi. Comment vous voudriez voir que c'est pas le moteur qu'on vous a mis sur la facture, ou des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est plus compliqué pour trouver des failles dans un logiciel qui tourne sous Windows, un exe compilé qui n'est pas ouvert. Maintenant, c'est plus intéressant aussi pour les pirates parce que quand ils vont trouver une faille, elle va être moins facilement connue. Et puis, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de logiciel blindé. En fait, il y a rarement de logiciel sans faille. Par contre, il y a beaucoup de logiciels où les failles n'ont pas encore été découvertes. Voilà. Donc, avoir un code ouvert, ça facilite, en fait, ça ne va pas à l'encontre de la sécurité. Donc, panel des outils libres de sécurité qu'on peut trouver, donc des antivirus, donc là il y a des antivirus libres et gratuits, donc ClamAV je pense c'est un des plus connus, très utilisé donc, sur les systèmes Linux, notamment les passerelles de messagerie. MoonSecure c'est son tout petit frère qui tourne aussi sous Windows, donc c'est à ma connaissance un des seuls logiciel complètement libre pour Windows. J'ai cité aussi Avast dans les anti-spyware, Spybot, pour quand même avoir des logiciels à utiliser sur ces systèmes Windows, même s'ils ne sont pas totalement dans la philosophie libre. En anti-spam, on trouve pour moi la Rolls-Royce qui est Spam Assassin, qui peut être couplé avec Razor. On va le détailler un peu plus en détail par la suite. En firewall, il faut savoir qu'on a des firewalls, des vrais firewalls intégrés directement dans Windows, dans les systèmes Linux, pardon. Ce qu'on n'avait pas dans Windows avant Windows XP, SP2 et voire Vista, puisque un vrai firewall, ça va filtrer ce qui rentre, mais aussi ce qui sort. Donc ça, c'est directement intégré. Il y a le fait justement que ça soit intégré depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'évolutions, etc., beaucoup de support. Et puis Kerio, qui est un logiciel gratuit pour Windows. En IDS, donc IDS en fait c'est un système de détection d'intrusion, donc libre, Snort. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une sonde réseau. Donc c'est un logiciel qu'on va brancher sur le réseau, qui va analyser tout ce qui se passe sur le réseau, qui avec, on va détailler après, va être possible va être capable en fait, de réagir tout seul à des attaques. Système de surveillance, très utilisé par les administrateurs réseau, c'est Wireshark. Donc lui, il permet de visualiser tout ce qui se passe. Donc utile pour les administrateurs réseau, par exemple, si on ne veut pas que les gens fassent du BitTorrent ou du MSN ou des choses comme ça. Cryptage et certificats, donc beaucoup de logiciels libres éprouvés, donc j'ai cité quelques-uns comme PGP, OpenSSL et GNU-TLS, des logiciels qui permettent d'installer des VPN, des réseaux privés virtuels. Donc ces logiciels-là, ils sont gratuits. Il faut dire qu'ils ont contribué très largement au développement, je pense à OpenSSL, de l'e-commerce, à tourner le post-codé maintenant le HTTPS, le site bancaire, etc. Donc beaucoup basé là-dessus. PGP, c'est vrai que c'est un système qui va vous permettre par exemple de crypter vos mails. Il faut savoir que quand on envoie des mails, on ne sait pas forcément par où ça passe. Des mails en clair qui contiennent des informations sensibles, il y a peut-être intérêt à les crypter. C'est très simple à mettre en place, il suffit de donner une clé, un certificat à votre fournisseur par exemple, et puis vous en avez une, et puis vous échangez comme ça, c'est transparent. Système de cryptage aussi, des disques durs, des données, etc.
où là, avec des systèmes, j'ai vu des stats, des disques durs complets, des partitions complètes cryptées, avec une perte, un ralentissement de l'ordre d'1%, 1%, 2%, 3% maximum, donc c'est quand même intéressant. On parlait du vol tout à l'heure, un vol de portable, si les données sont pas cryptées, je le mets sur un disque dur, un ordinateur, hop, c'est parti. Et puis aussi, plus à notre niveau, des logiciels de test d'intrusion, comme Nessus, je crois que j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, toujours intéressant au niveau licence, puisque c'est des logiciels qui coûtent plusieurs milliers d'euros, des logiciels commerciaux. Et des systèmes de sauvegarde aussi, donc j'ai cité Amanda, Adapt, pour les deux morceaux, donc Amanda qui permet la sauvegarde sur bande, de l'archivage, puisqu'il faut bien faire la distinction entre ce qui est sauvegarde, CD, etc. Un CD, ça a une durée de vie limitée, donc c'est pas de l'archivage. Et de l'archivage, c'est quelque chose de pérenne. Donc je vais en détailler quelques-uns. Je parlais d'IDS Nord, donc la sonde réseau. Donc lui, il va en fait capturer tout ce qui se passe sur le réseau. Il va permettre déjà de générer des logs, donc qui vont permettre à l'administrateur d'analyser ce qui se passe sur son réseau par la suite. Donc ça peut être de détecter des attaques, des comportements douteux de certains salariés ou stagiaires, etc. Voire même de détecter des problèmes réseau, un ralentissement sur un engorgement, etc. Et puis la détection d'intrusion, donc avec une base de données de règles, on va avoir des règles qui, par exemple, identifient tel virus, et qui va permettre de réagir, d'isoler par exemple une machine qui serait infectée avant qu'elle inonde de spam les autres ou avant qu'un verre se réplique sur tout le réseau. Une défense proactive, automatisée, chose intéressante. Spam Assassin, donc on l'a vu, comme le spam, donc il fonctionne en collaboration avec votre serveur de courrier électronique, que ce soit en POP3 ou en IMAP. Spam Assassin donc, il se base notamment sur des règles qui sont mises à jour fréquemment, qui sont téléchargeables, donc mise à jour gratuite, etc. Donc très intéressant. Et puis donc il permet une détection sur les en-têtes, le corps du mail, ou les deux, couplé avec un système de blacklist, donc une liste des serveurs connus pour envoyer beaucoup de spam, tout ça accessible gratuitement. Bien réglé, on lui a attribué une efficacité de 99,94%. Donc quelque chose d'intéressant. Sachant que je parlerai rapidement on vous proposera beaucoup, cette société commerciale, on va dire, nous proposeront beaucoup ce qu'on appelle des appliances. Les appliances, qu'est-ce que c'est? En fait, une appliance, c'est un boîtier avec un Linux dedans, avec un logiciel spécifique, que ce soit celui-là par exemple pour le spam, un autre pour un firewall ou quelque chose dedans. Donc c'est un bon boîtier, mais avec un Linux dedans, on va vous vendre plusieurs milliers d'euros, avec un coût de maintenance derrière. Donc là, c'est vrai qu'avant d'acheter, et c'est ça qui est derrière. Donc avant d'acheter des solutions comme ça, demandez quand même autour de vous des intégrateurs qui pourront vous régler parfois plus facilement ça et de manière plus efficace, en garantissant des mises à jour. Donc Nessus, on l'a vu tout à l'heure, je vais passer assez rapidement dessus. Donc c'est un scanner de vulnérabilité, donc lui il va permettre, toujours avec des mises à jour, d'être lancé sur un réseau et il va regarder en fait toutes les failles qui sont connues, tester vos systèmes s'il détecte des failles connues. Voilà. Donc ça tourne le serveur exclusivement sur Linux, mais il y a un client Windows ou Linux. Et puis, comme quasiment tous les logiciels libres, il y a des extensions possibles par des scripts ou des plugins. Certains sont payants, mais avec la version gratuite de Nessus, on arrive à faire de très bons rapports pour des réseaux de taille petite ou moyenne. On trouve aussi des outils libres de sécurité, donc quelques Wireshark, j'en ai parlé tout à l'heure, Ethereum, donc intéressant pour l'administrateur, pour voir ce qui se passe sur son réseau réellement. Et puis des distributions complètement dédiées à la sécurité informatique comme Backbone, qui lui embarque un ensemble de logiciels libres, casseurs de mots de passe, etc., des scanners de port, etc. Le framework Metasploit, un projet dans lequel je travaille, et puis j'ai côté Nessus, Nmap, etc., des outils bien pratiques qu'on trouve sous Linux et aussi sous Windows. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas assez souvent, mais
l'intérêt du libre aussi, c'est qu'on trouve des outils libres et gratuits aussi pour Windows. Et le sens contraire n'est pas vrai. Alors j'avais prévu quelques petites démonstrations, si on a le temps. Tout d'abord, un petit outil, en fait. Donc ça, en fait, c'est un petit outil qui permet, par exemple, sous Windows, de changer les dates de modification, de création d'un fichier. Donc c'est pour moi le seul logiciel qui fait ça en partition NTFS. Donc il faut juste savoir que ça existe. Ça veut dire que un pirate ou quelqu'un de mal intentionné va pouvoir aller, qui aurait accès à des fichiers sensibles, que ce soit des contrats ou des logs firewall ou des choses comme ça, pourra modifier en fait les dates du fichier. Et ça c'est quasiment imparable, je dirais, en analyse forensique, comme on appelle ça, donc analyse après intrusion, si vous n'avez pas une bonne politique de sauvegarde ou de choses comme ça. Donc ça c'est pas possible sur les systèmes comme Linux. Ensuite, niveau mot de passe par exemple, un casseur de mots de passe qu'on peut utiliser en réseau. Alors, je vais mettre juste les noms. Donc, ce qu'il faut, le problème de Windows, je dirais les réseaux Windows, en fait, c'est Windows lui-même. C'est que si on prend par exemple une version comme XP, quand XP est sorti, Microsoft fait en sorte que cette nouvelle version soit compatible avec les versions précédentes. C'est les Windows 2000 et Windows 98 aussi. Donc pour pouvoir dialoguer avec des réseaux Windows 98, il va falloir transmettre des mots de passe cryptés à la source Windows 98. Donc Windows 98, vous voyez, ça on va dire 10 ans, donc les systèmes de mots de passe n'étaient pas bien évolués. Donc ce qui fait que de base sur XP, on a un système de mots de passe qui est archaïque. Et on pourra, avec en plus un partage, des partages réseau de base sur un Windows, si je fais ça, là je les ai coupés. Bon. Normalement vous allez voir que tous vos disques durs de base sont partagés. Donc ils sont accessibles par le réseau, et puis on va devoir utiliser un mot de passe, mais on peut utiliser des outils comme celui-ci. Sinon, je peux en prendre un. Là, je vais utiliser en local, c'est ce qu'on voit un peu. Ah non, il est poli. Je vais voir s'il se lance. Je n'ai pas désécurisé en fait Windows. Enfin, il est possible déjà, il y a un premier vecteur d'attaque, c'est ce qu'on appelle le brute force, donc c'est d'avoir un logiciel qui va tester une liste de mots de passe à la chaîne, avec une rapidité. Voilà. Là, je travaille en local, mais sur un LAN, un réseau local, on peut pas arriver à cette rapidité-là, on a tout défilé. Là, il n'est pas configuré au mieux. Donc on trouve aussi d'autres types d'attaques sur le mot de passe Windows qui représentent quand même un peu la clé de voûte quand même pour les gens de Windows. Donc là, on a un outil en fait de test d'intrusion open source, libre, qui tourne sous Linux, sous Windows aussi, avec une base de données d'exploit. Donc ce qu'on appelle exploit, en fait, c'est un code qui va permettre d'exploiter une vulnérabilité. Donc quand je disais tout à l'heure que quand une vulnérabilité est découverte et publiée, entre le moment où elle est publiée et le moment où il y a un patch de disponible, donc il peut s'écouler beaucoup de temps. Il y a des patchs sur des failles dans Windows qui sont connues mais pas publiées, où il n'y a pas de patch depuis 365 jours. Donc le délai moyen maintenant, je peux estimer ça à 3 jours, le temps entre ce qu'une vulnérabilité soit publiée et ce qu'un exploit soit disponible.
Donc ça veut dire entre une faille qui sort, 3 jours après, je peux l'exploiter. Donc si vous avez un patch 30 jours après, ce sera déjà trop tard. La majorité des patchs, de ces exploits, ils permettent de prendre un contrôle total sur la machine. Donc là, si on veut en voir un, je vais en essayer un, je l'ai codé hier, donc je ne sais pas s'il va fonctionner au mieux. Donc là, en fait, c'est un exploit dans un code ActiveX. Donc un ActiveX, hein, c'est grosso modo une DLL ou un OCX qui est livré avec un logiciel, donc de manière transparente, et puis qui va être accessible depuis Internet Explorer, par exemple. Vous savez qu'avant, la mode, c'était d'exploiter plutôt le serveur, que ce soit serveur de messagerie, serveur web, etc. On en est un peu passé parce qu'il y a eu tellement de failles de découverte que maintenant, on arrive à des systèmes bien sécurisés. Donc là, je choisis en fait un exploit donc pour une faille. On avait une grande liste. Alors, ça peut être du Winamp, de l'Adobe, du Lotus, tout ce qu'on veut. Et puis là, je vais choisir en fait ce que je veux faire sur le système cible. Donc ça peut être lui demander de télécharger et d'exécuter un exe. Ça peut être d'ajouter un utilisateur. Je peux prendre un contrôle aussi un shell complet sur la machine. Niveau administrateur, et puis ça va être facile de passer en système, donc je peux prendre un contrôle total sur la machine. Donc là, pour illustrer ça, je vais simplement lui demander d'exécuter un programme. Et puis en l'occurrence, on va prendre la calculatrice. Voilà. Et puis je lance ça. Donc sachant qu'en fait ce système-là intègre aussi des outils pour contourner les firewalls, contourner les IDS, les IPS, des choses comme ça. C'est un outil très avancé. C'est le logiciel phare au niveau open source, libre, sachant que un logiciel comme ça dans le commerce, je dirais, c'est plusieurs milliers d'euros encore. Donc là en fait, j'ai généré une page web. Et je vais seulement me rendre sur cette page web. Donc j'aurais pu copier cette page web dans un lien internet, envoyer par mail ou quelque chose comme ça. Et voilà, on voit que donc là, j'ai accédé à mon système Linux et on voit que sur le Windows, il m'a ouvert la calculatrice. Donc j'aurais pu faire ce que je veux. Donc là, il n'y a eu aucune interaction. C'est un ActiveX. Il ne m'a pas demandé si je voulais activer le contrôle ActiveX, etc. Alors que toutes les sécurités dans Internet Explorer là, sont activées. Donc ça c'est pour les exploits, mais il y a aussi on peut faire des choses aussi beaucoup plus insidieuses, je dirais. Je vais regarder un peu là, je vais adapter ça aussi. Voilà. Ça c'est pour les exploits, mais on a aussi des choses plus méchantes, on va dire. Je prends l'exemple de la première, par exemple, c'est une faille au niveau driver de la carte Wi-Fi Mac qui permettait par exemple de rentrer directement dans la Mac sans rien avoir à faire, en fait, sans mot de passe, etc. On était au niveau driver, donc système, et là un contrôle total de la machine en envoyant simplement un paquet contrefait. On trouvera des outils pour exploiter des failles Cisco, même BSD, etc. Donc là, je vais prendre une faille Windows SLP, prendre celle-ci. Voilà, donc là on a lancé. Donc celle-ci, en fait, je vais mettre simplement mon Linux en écoute sur le port 139, qui est le port SMB, RPC, de partage de Windows. Voilà. Maintenant, en fait, je vais lancer simplement une petite page HTML.
Voilà, c'est une page très simple. Donc là encore un Notepad++ pour le passage, donc un très bon logiciel de programmation qui est libre. Et là en fait dans ma page web, je vais simplement lui demander d'afficher une image qui est sur mon serveur Linux. Et cette image n'existe pas. Donc je vais simplement lancer ça avec Internet Explorer. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Internet Explorer et Windows de manière générale, quand on lui demande de se connecter sur un partage réseau, ce qu'il fait en premier, c'est qu'il envoie ses mots de passe cryptés, son login, son mot de passe crypté, puis après il regarde si ça répond derrière. Donc en fait, là, moi ce que je vais avoir derrière, c'est là j'ai récupéré en fait le login et mot de passe crypté de l'utilisateur. Donc ça en fait, on voit que c'est un HLM, donc ce qui est activé par défaut, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, donc c'est un type de cryptage utilisé dès Windows 98. Type de cryptage très faible, donc algorithme MD4 précis. Donc ça, c'est des mots de passe jusqu'à 14 caractères, on va être en mesure de les casser en moins de 5 minutes si c'est de l'alpha numérique. Et puis s'il y a des caractères spéciaux, des accents, ça peut prendre une heure maximum. Donc là, à partir de ce mot de passage, en plus sous Linux, je ne vais même pas avoir en fait besoin de le casser. Je vais pouvoir l'utiliser directement en demandant une connexion à Windows, en lui transmettant ça, et lui il va le prendre et je vais obtenir les privilèges de l'utilisateur Windows, qui est bien souvent administrateur. Voilà, peut-être en terminer là. Voilà, alors bon, un petit mot sur le Wi-Fi aussi, c'est vrai que j'avais enlevé le slide, mais bon, on voit de plus en plus de Wi-Fi partout. Donc le Wi-Fi c'est bien, mais le sécuriser c'est mieux. Un réseau mal configuré, c'est évidemment une porte d'entrée. Différents types de protection au niveau du Wi-Fi avec le filtrage d'adresse MAC, donc ça qui est disponible sur certains routeurs, etc. Donc ça c'est quasiment totalement inefficace. Puisque sous Linux, par une ligne de commande, je vais pouvoir changer mon adresse MAC par exemple. Le cryptage web, c'est une sécurité très faible. Bon, on voit des vidéos, etc., cassage web en minutes. Le seul cryptage, quel dernier plus évolué, qui est efficace, c'est le WPA2. Ce qu'il faut savoir par exemple sous Windows, c'est que pour bénéficier du WPA2 sur Windows XP, vous devez avoir le service pack 2 et vous devez installer un patch spécial WPA2 qui n'est pas téléchargé par Windows Update. Je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais j'ai du WPA2, ma Livebox le fait et puis ma carte réseau aussi. Si vous n'avez pas téléchargé le patch spécial, c'est du WPA normal et c'est à peine plus sécurisé que web. Donc sur la politique de mot de passe, des mots de passe forts, changer régulièrement et puis protéger. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, donc je remercie pour l'organisation et puis les gens ici qui vous accueillent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la sécurité? Est-ce qu'il existe un contrôle parental sur Linux? Il y a des logiciels libres, oui. Je ne pourrais pas dire le nom là, mais sur mon site, j'en ai référence. Et puis je connais un programmeur de Besançon qui travaille là-dessus. Quelque chose de bien. Le plus connu d'entre eux, c'est un logiciel libre qui permet d'empêcher, en fait, on donne toutes les informations sensibles que le gamin est capable de donner sur Internet, adresse, numéro de téléphone, toutes les informations personnelles, son nom, et on peut verrouiller une machine, que ce soit Linux ou Windows, pour qu'il soit incapable, s'il appuie sur Entrée en donnant son nom, son vrai nom, là la machine dit non, je ne l'envoie pas. Ça c'est un logiciel libre, mais c'est vrai que le contrôle parental, genre faire une blacklist de sites, faut pas croire que sous Windows ça marche. Hein. Ça va bloquer une bonne partie des sites, mais ça n'en bloque jamais complètement. Non. Et inversement, ça bloque plein de sites en plus qu'on aimerait bien pouvoir accéder. Il y a un truc efficace, si c'est pour Linux. Mais là, c'est pour Linux. Pour Linux. Et moi j'ai fait beaucoup de formations de grand public et on a toujours donné une règle simple, c'est que le vrai contrôle parental,
c'est les parents. C'est-à-dire, faut pas laisser un gamin tout seul. Non, mais sinon, il y a des listes oui, mais aussi bon, à inclure c'est pas dans toujours les facile. iOS. T'as 4 gamins, ils ont 3 ordinateurs, tu vas pas être aux mêmes places. Mais je connais quelqu'un qui travaille sur un logiciel parental et libre, et là je me rappelle plus où, mais je pourrais vous enverrai un mail si vous avez le cas. J'ai une question par rapport à la sécurité. Est-ce que vous savez si, bon, parce que là, est-ce qu'il y a beaucoup d'attaques en fait pour voler les informations par rapport en fait à de la concurrence à travers des sites offshore est-ce que c'est quelque chose qui est répandu ou quoi? Alors en France, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a une politique aussi en France, donc déjà de paranoïa par rapport au niveau de la sécurité informatique. Il y a déjà les administrateurs en fait, qui sont victimes d'attaques, etc., mais qui vont garder pour eux parce qu'ils craignent pour leur boulot. Ça, je sais que ça existe et malheureusement beaucoup. Nous, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler des administrateurs, leur envoyer des mails en disant vous avez une faille dans votre site là, il faut la corriger. Y compris les sites des impôts, pour en citer qu'un. Maintenant, ce qui est du vol d'informations, nous on n'en parle pas beaucoup en France, ça se fait beaucoup à l'étranger. Je sais qu'il y a des boîtes par exemple au Luxembourg qui sont spécialisées là-dedans. Vous avez mandaté en fait quelqu'un en lui disant je veux les informations fichier client de telle société, et puis on va vous le faire. Donc ça existe. Nous, ça dépend de la taille de la société, etc. Mais je pense que ça va se développer de plus en plus rapidement. Il faut savoir aussi qu'il y a maintenant des outils qui sont commercialisés pour faire du phishing en fait. C'est un outil, un logiciel, je vous donne une URL, créditmutuel.fr, il va aller chercher, il va recopier le site, il va en faire une copie exacte si vous voulez, en changeant juste les adresses serveurs ou adresses mail que vous allez lui donner. Et puis vous allez pouvoir le mettre sur un site, il va vous générer des faux mails provenant du crédit mutuel, etc. Et vous allez pouvoir envoyer ça à des gens, etc. Donc des choses bien faites, évoluées, bien difficiles de reconnaître le vrai du faux. Donc en France, on n'en parle pas beaucoup, donc c'est difficile de donner des stats, etc. On n'en a pas parce que les gens en général le gardent trop, ils n'en parlent pas. Mais pour moi, oui, ça existe. J'avais entendu dire aussi que parfois ils prennent les données en otage. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui s'amusent à crypter toutes les données de l'entreprise et il faut payer pour avoir le mot de passe. Oui, ça arrive, voilà. Non, ça évolue de plus en plus. Il y a eu ça. Moi, je connais des gens qui ont eu ça. Qui ont eu ça? Parce que moi j'ai entendu parler que en fait, notamment les PME dans l'automobile étaient très ciblées. Et que contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'était pas forcément les grosses boîtes, parce qu'en fait c'est très facile de voler les données de la PME et qu'il y avait plus de 10% en fait d'attaques en fait ciblées sur les PME d'automobile. Comme je vous disais, on est au début de séance, au début de la présentation, ce qui compte vraiment dans une entreprise maintenant c'est les données. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le fichier client de son concurrent, ne serait-ce qu'en interne pour un salarié, d'avoir accès aux fiches de paye, à la compta, etc. Et ça, on le voit beaucoup. Alors, c'est médiatisé quand ça arrive dans des grandes sociétés, etc. Moi, il m'est déjà arrivé de tomber sur les payes des gens, on m'a rapporté, j'ai vu aussi des gens qui avaient accédé aux fiches de paye d'une grosse société, puis qui avaient envoyé par mail à tout le monde. C'est assez gênant. Et puis en plus, quand c'est des fichiers clients, etc. Alors après, quand c'est des PME, bien sûr, en général, ils ont un antivirus, un firewall, mais comme j'expliquais, ça ne suffit pas. Alors le gros bénéfice là des logiciels libres, c'est de pouvoir avoir des systèmes que vous n'avez pas payé de licence et vous protéger, je dirais, comme l'écran. Parce que du spam assassin, du snort, etc., comme je dis, c'est la Rolls-Royce de la sécurité. Même en logiciels commerciaux payants, c'est difficile de trouver nous. Parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent dessus que les mises à jour elles sont super fréquentes, etc. Et ça, vous allez pouvoir en bénéficier parce que c'est libre. Donc ça existe et il faut y penser. Un problème que j'ai évoqué au début, c'est un manque de sensibilisation. Avec des choses qui ne sont pas médiatisées aussi. Donc, on n'en parle pas, l'administrateur est là pour lui.
s'il s'est fait hacker son système par quelqu'un qui est venu poser des tweets dessus, etc. Donc je le vois, les gens ils préfèrent rien dire, quoi, ils ont trop peur. Et puis, bon, là on a vu aussi des attaques avec des outils, quoi, avec des logiciels, mais c'est vrai que Google, par exemple, c'est un formidable outil aussi de recherche d'informations sur une société ou sur une personne. Quand on fait un audit de sécurité complet, on commence par ça, c'est ramasser en fait le maximum d'informations sur les gens par Google, etc. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale, par des choses qui sont tout bêtes, mais il y a une technique qui est très connue, en fait, c'est la clé USB sur le parking de l'entreprise ou dans l'entreprise ou devant la porte. Hein, c'est la clé USB qui contient un virus. Si la clé USB est perdue, vous avez un employé qui rentre au bureau le matin, il trouve ça, 99,99% de chances qu'il va le mettre sur son PC pour regarder ce qu'il y a dessus. Puis voilà, c'est fini. Il n'y a pas besoin de logiciel évolué et tout ça, donc il y a des techniques dérivées comme ça. Le hacker le plus connu au monde qui est Mitnick, lui il a réussi à hacker le FBI, la NASA, etc. en fouillant dans les poubelles. Parce que dans les poubelles on peut trouver aussi des choses intéressantes. Donc ça c'est tout ça, bon, c'est difficile de penser à tout, mais comme je dis, la sécurité, il faut qu'elle soit transversale. Si vous avez un fax avec un mot de passe ou une carte de crédit ou un truc comme ça passe à la poubelle, comme ça, c'est pas détruit, on ne sait pas où ça finit derrière. Le film Cybercrack, qui est l'histoire de Mitnick, on voit très bien que le plus gros de ses recherches, c'est les arnaques au téléphone. Il appelle quand les administrateurs ne sont pas là. Et ça, on n'en parle pas beaucoup en France, mais si moi, en audit de sécurité, je vais être amené à en faire, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous arrivez dans une société comme ça, si l'administrateur réseau n'est pas là, ou c'est une grosse structure, vous dites Monsieur Intel m'a appelé parce qu'il y avait un problème sur le PC, ou je viens faire une mise à jour de sécurité, comment on va réagir la secrétaire, l'employé lambda qui n'a pas été préparé. Si vous arrivez à avoir accès à une machine d'un réseau, de toute façon, là vous êtes sûr que c'est compliqué. Moi j'ai signé une conférence informatique il y a un bail déjà, macOS 10 était en train d'arriver sur le marché, on parlait du renouveau d'Apple et tout le monde était sur les dents à voir à quoi ça ressemblait. Et dans cette conférence il s'est amusé à écrire sur des CD remplis de programmes pirates, simplement macOS 10, il les posait ici ou là, et ils étaient pas méchants, ils se contentaient d'afficher sur l'écran de l'ordinateur dans lequel le CD était inséré une série d'images on va dire compromettantes. Mais on l'a vu sur des écrans géants, enfin je veux dire sur des vidéoprojecteurs ici ou là quoi, c'était... C'est des robes bien faits, etc. Vous envoyez comme ça à l'entreprise en mettant un beau logo d'une entreprise fictive, etc. Vous allez gagner ceci, vous avez gagné USB, vous allez gagner une USB, etc. Quasiment 100% de chance qu'elle soit introduite dans le réseau de l'entreprise. C'est vrai. Le simple truc, un petit script, je vais chercher tous les points doc, je les envoie par email ou par FTP sur un serveur, c'est fini. Ça, c'est rien à faire. Ça. Voilà.